Salut! Alors, l'exercice que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est un exercice méga classique sur l'effet Doppler. Mais méga classique, quand je te dis méga classique, c'est vraiment le truc le plus récurrent sur l'effet Doppler que j'ai pu voir en accompagnant des élèves. Je veux dire que j'ai pu voir dans les DS, les interros, etc. C'est cet exo-là, donc bon, c'est un sujet, un ancien sujet de bac. Peu importe si c'est d'actualité ou pas, c'était bac 2016 métropole. Et en fait, dans cet exercice sur 6 points, à l'époque, tu as en fait trois applications de l'effet Doppler. Donc trois parties, c'est un exo en trois parties. Donc tu vois, je t'ai mis les trois parties. Le sujet, tu peux le retrouver en lien de la vidéo, en descriptif. Donc voilà, tu as trois parties indépendantes, plus ou moins en fait, plus ou moins indépendantes en vérité. Et puis dans cette vidéo, en fait, je vais traiter les trois parties et te montrer comment on répond point par point à chaque question. Je vais aller un peu vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dépasse 20 minutes. Donc en fait, je vais pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite. C'est parti. Donc, première partie, mouvement relatif d'une source sonore et d'un détecteur. Moi, je lis en diagonale. Toi, après, je te laisserai lire tranquillement le sujet de ton côté quand tu vas faire l'exo. Moi, je vais lire en diagonale parce que je connais le sujet. Donc, dans la première partie, on s'intéresse à une source S que tu vois ici et qui va se déplacer vers le point M. D'accord? Suivant le schéma. La source, en se déplaçant, elle émet un signal, elle émet des bips sonores en fait, on te le dit ici dans l'énoncé. Elle émet des bips sonores à une période, avec une période T0. Donc ça veut dire que tu as une fréquence F0. D'accord? On te dit que le signal sonore, donc les bips, se déplacent à la vitesse du son, V son. Ok? Et puis c'est parti. Question 1. Cas numéro A, donc le cas numéro A c'est ici. La source est immobile. La source est immobile, elle ne se déplace pas. Elle ne se déplace pas encore, elle est immobile par rapport au détecteur M. Et on te demande de définir par une phrase, en utilisant l'expression bip sonore, on te demande de définir la fréquence F0. Bon, là c'est une question de cours. C'est une question de cours et il faut que tu saches dire qu'une fréquence, hop mon stylo, il faut que tu saches dire qu'une fréquence, c'est le nombre de répétitions du signal par seconde. Et comme le signal a ses des bips sonores, du coup la fréquence dans notre exercice ça va être le nombre de bips sonores émis en une seconde. Voilà, tout simplement. En fait, tu as vu, c'est quelques mots. C'est quelques mots en fait, mais pour maîtriser ces quelques mots, il faut que tu maîtrises ta définition de la fréquence. Donc c'était uniquement ça, la question 1 de cet exercice. Question suivante. Question suivante. Comparer la période. Hop, voilà. Comparer la période T des bips sonores reçus par le détecteur avec la période T0 des bips sonores émis par la source. Comme la source est immobile, S est immobile, tout simplement tu n'as pas d'effet Doppler. Voilà, point. Donc, pas d'effet Doppler. Et si tu n'as pas d'effet Doppler, il n'y a pas de décalage de période ni de décalage de fréquence. Donc, pas de différence entre période reçue et période émise. Et période émise. Et du coup quoi? Du coup, T égale T0. Voilà. En fait, petite question piège ici, parce qu'on veut voir si tu sais que sans déplacement, tu n'as pas d'effet Doppler. Tu vois, on ne va pas se lancer d'emblée dans l'effet Doppler parce qu'on est dans un sujet d'effet Doppler. Il faut aussi lire exactement ce qu'on te dit. Et dans le cas qu'on était en train de traiter, le cas numéro A, la source était immobile. Donc la source étant immobile, tu n'as pas d'effet Doppler et donc les périodes reçues sont les mêmes que la période émise. Voilà. Donc ça, c'était pour le cas numéro A. Ensuite, question suivante. Maintenant, on se situe dans le cas B, d'accord? Et on te dit que la source va se déplacer avec une vitesse Vs. Donc Vs, attends, je vais noter au fur et à mesure les indications. Vs égale vitesse de la source. Ensuite, V son, c'est la vitesse de l'onde. Vu que c'est une onde sonore, on l'a appelé V son. F0, c'est la fréquence émise. Et F', c'est la fréquence perçue, qui va être différente parce que là, il y a de l'effet Doppler.
Voilà, différente de 0, car Doppler. Et il y a du Doppler parce que la source se déplace. D'accord? C'est bon? Alors on te donne la formule qui fait le lien entre T', la période reçue, et T0, la période émise. On te dit que la relation c'est ça. Et on te demande de dire ici, dans la question qui est posée ici finalement, indiquer si la fréquence f' des bips perçus par le détecteur est inférieure ou supérieure à f0. Justifier. Ici, il est hors de question de répondre uniquement avec ton cours. Parce qu'on sait d'après le cours sur l'effet Doppler que quand la source se rapproche de l'observateur, du détecteur, du récepteur, la fréquence que le récepteur perçoit, elle va être plus élevée que la fréquence émise. On le sait, ça, c'est un résultat du cours. Mais ici, on te demande de justifier, ça veut dire qu'on te demande de retrouver ce résultat. Et pour le retrouver, on va utiliser l'information qu'il nous donne entre T' et T0. Donc, on est ici avec notre relation T' et T0 et regarde comment ça va être super simple. Tu vas voir une fois que je vais l'avoir posé, tu vas dire c'est évident. Mais du coup, en fait, c'est évident, oui, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Tu sais de toute évidence que 1 moins Vs sur Vson, c'est plus petit que 1 parce que Vs sur Vson est quelque chose de positif. Donc si tu enlèves un petit truc positif à 1, bah, tu trouves un résultat plus petit que 1. C'est logique. Maintenant, je vais faire quoi? Bah, je vais multiplier par T0 des deux côtés. Et je vais avoir à gauche T0 facteur de 1 moins Vs sur Vson. Et à droite, T0 fois 1, donc T0. Et tu sais ici ce que c'est? Bah, c'est T'. Regarde la formule. T'as vu? On retrouve T'. Donc on vient de remettre en évidence avec deux relations mathématiques que T' est plus petit que T0. Mais du coup, si T' est plus petit que T0, 1 sur T' par rapport à 1 sur T0, ça va être plus grand. Pourquoi j'inverse le comparateur? Parce que j'ai comparé les inverses. Tu vois, je prends la fonction inverse et j'inverse le comparateur. Et du coup, 1 sur T', c'est quoi? Bah, c'est f'. Et 1 sur T0, c'est quoi? Bah, c'est f0. Voilà, donc là, tu as retrouvé que f' est plus grand que f0. Et c'était ça la question posée. La question, c'était dire si f' allait être supérieur ou inférieur. Donc f' est supérieur. Et ça correspond au résultat du cours. C'est cohérent. Entre parenthèses, je te fais juste la petite remarque ici que tu as vu, on a fait des maths. Là, sur la démonstration que j'ai utilisée, c'est que des maths. Donc retiens bien et surtout garde en tête que la physique, et bien souvent aussi la chimie, mais la physique en particulier, c'est des maths appliquées. Il y a beaucoup de choses qui ont rapport aux maths. Des démonstrations, voilà, des preuves, des machins. C'est super important de faire le lien entre les deux matières. Donc c'était tout. Tu as vu? Ça conclut la question, toute la partie 1. Voilà, on s'est traité la partie entière. Ça a pris quoi? Moins de 10 minutes en fait. Il faut d'ailleurs parce que j'ai dit 20 minutes en tout. Donc on part sur la partie 2. Vélocimétrie Doppler en médecine. Donc, je sais qu'elle va être rapide parce que c'est que de la formule. Donc je te la fais courte. On a un émetteur qui est aussi un récepteur qui projette un signal. Alors là, c'est de l'onde ultrasonore. Ce signal, donc là, c'est un vaisseau sanguin qui est représenté. Le signal, il va venir se réfléchir sur les globules rouges et il repart vers l'émetteur, donc qui fonctionne du coup en récepteur. Et ton émetteur-récepteur, il va faire la différence entre la fréquence qu'il a émise, qu'on note FE dans l'exercice, tu le vois ici, fréquence émise, et le décalage de fréquence, delta F, on t'en parle là, on t'en parle aussi ici. C'est le décalage que l'émetteur-récepteur perçoit entre la fréquence qu'il a émise et la fréquence qu'il a réceptionnée en retour. Il reçoit un décalage delta, enfin, du coup, il calcule un décalage de fréquence égal à delta F. Pour tout ce qui a rapport au vocabulaire d'ailleurs sur l'effet Doppler, j'y pense, je te le dis. Regarde bien ma fiche synthèse sur les phénomènes ondulatoires. Dedans, il y a ce qu'il faut sur l'effet Doppler parce que dedans, je te donne le vocabulaire à maîtriser sur l'effet Doppler. Décalage de fréquence, ça fait partie des choses à maîtriser. Donc bref. Donc voilà, on a une fréquence émise. On a la formule ici qui te donne la vitesse du sang en fonction de quoi? En fonction de la vitesse des ultrasons dans le sang, qui t'est donnée ici d'ailleurs, en fonction du décalage delta F que l'engin émetteur-récepteur va calculer, en fonction de l'angle avec lequel tu as positionné l'appareil, donc l'angle il va être donné, 45 degrés, et en fonction de FE, la fréquence d'émission. Donc on a tout en fait, on a tout. Et la question posée, ça va être quoi? Ça va être, la question elle est ici, le décalage en fréquence est de 1,5 kHz. Identifiez le ou les types de vaisseaux sanguins dont il pourrait s'agir.
Bon, qu'est-ce qu'il nous demande en fait? Il nous demande dans quel vaisseau je me situe. J'ai ce petit document ici. Ce petit document, il te donne quoi? Il te donne les vitesses d'écoulement sanguin, donc la vitesse du sang, en fonction du type de vaisseau sanguin. Donc si tu veux savoir dans quel vaisseau sanguin tu es, il te faut quoi? Il te faut la vitesse d'écoulement du sang. En fait, on a fait quoi? On a traduit la question posée en utilisant les documents donnés. Parce que toi, on te dit de quel vaisseau il s'agit, mais en fait, on attend de toi que tu ailles chercher comment répondre à la question. Et donc, on attend de toi que tu ailles faire l'analyse de ce document en figure 2. Tu vois, c'est ça en fait un exercice bilan de physique-chimie. On va attendre de toi que tu ailles chercher les infos correctement dans les documents qu'on te donne et surtout que tu ailles traduire les questions en t'aidant des documents qu'on te donne. On ne va pas te poser forcément la question de façon explicite, tu vois. Des fois, on va te la poser de façon détournée. Donc bref, en gros, du coup, la question 2, ça revient à quoi? Ça revient juste à aller calculer la vitesse, la vitesse d'écoulement du sang. Donc sachant qu'on a la formule V égale V ultrason, je vais noter V US ultrason fois delta F, le décalage en fréquence, divisé par 2 cos θ fois FE. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon. Non, je regardais juste sur mon téléphone, était débranché parce que j'ai pas envie qu'il sonne pendant la vidéo en fait. Rien à voir. Donc bref, la vitesse d'écoulement du sang, elle est donnée par cette relation. Ok? On la reprend juste là derrière. Et bien après, en fait, tu fais une application numérique, hein, c'est tout. Alors tu fais juste attention de bien convertir dans les bonnes unités. Donc la vitesse d'écoulement du sang, elle est déjà donnée en mètres par seconde, je ne change rien. Par contre, le delta F, il était donné en kilohertz, c'est ici, tu vois. Et pour passer de kilohertz à hertz, parce que je vais me remettre dans le système international, c'est 10 puissance 3. Cos θ, alors c'est cos 45. Quand tu fais le calcul à la calculatrice, fais bien gaffe que 45, que si tu utilises donc des degrés, 45 degrés, il faut que ta calculette soit en degrés, ok. Et pour ce qui était de FE, je crois que c'était 10 MHz. Oui, ici, 10 MHz. Donc pour passer de méga à hertz, je vais faire 10 fois 10 puissance 6. Et donc on est en hertz. Voilà, donc on fait l'application numérique. C'est parti. Donc je le calcule, hein, je ne me souviens plus forcément de la valeur. Ah si, en fait, je viens de m'en souvenir. Je crois que c'est 0,17 qu'on va trouver. Mais je le recalcule quand même. 2 fois cos 45. Donc tu vois, fais bien gaffe à bien convertir quand tu passes des multiples aux sous-multiples, etc. Une des sources d'erreur, ça. Tu vois, par exemple, alors là, super bien. Génial ce que je viens de faire. En fait, j'ai calculé et j'ai trouvé 0,22. Tout à l'heure, je t'ai dit, bon, je me souviens plus de la valeur, et puis en fait, elle m'est revenue. Heureusement qu'elle m'est revenue parce que 0,22, ça pourrait être cohérent en fait. 0,22, ce serait des mètres par seconde. Mais je sais que c'est 0,17 qu'on doit trouver parce qu'en fait, tu vois, ma calculette, elle est en radian. Mais je n'avais pas vérifié. Ce que je te disais juste avant, je ne l'ai pas fait moi-même. Donc, en mettant en degrés, tu trouves le bon résultat. Et le bon résultat, c'est, on a dit, environ 0,16, 0,17 mètres par seconde. Pour les nombres de chiffres significatifs, là tu as 3 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres. Donc on va donner un résultat à 2 chiffres. Et là j'ai bien 2 chiffres. Je pourrais l'écrire 1,7 10-1 si je l'écris 0,17 mètres par seconde. Alors dans le document sur lequel on était censé se référer pour la vitesse d'écoulement, tu vois qu'on parle en centimètres par seconde. Du coup, il faut que j'aille convertir ici. Bon, convertir, ça va être rapide parce que de mètre à centimètre, je fais fois 100, donc 17 cm par seconde. Voilà, donc une fois que tu as la vitesse d'écoulement, tu retournes sur le schéma, tu te places à 17, et depuis 17, tu vas tracer une horizontale qui te permet de voir après comme ça en te projetant en abscisse que tu te situes sur, je vais le surligner comme ça je ne vais pas l'écrire, les artérioles et les veines. Voilà, donc c'était ça la réponse qu'il fallait donner. La vitesse du sang a été enregistrée dans des vaisseaux de type artériole ou veine. Voilà, ok. Allez, question suivante. Je sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai l'impression que j'ai dépassé mon 20 minutes. Toc.
Pour les mêmes vaisseaux sanguins et dans les mêmes conditions de mesure, ça veut dire en gros on touche à aucune valeur de la formule, sauf delta F et FE, on augmente la fréquence FE. Donc on te dit on touche à rien et on augmente juste FE. Et on te demande de dire comment va évoluer delta F. Pour savoir dans des formules comment évolue machin en fonction de trucs, il faut que, je vais te dire ce que je dois faire, je dois exprimer machin, donc là delta F, en fonction de FE. En fonction de FE et puis de tout le reste aussi. Donc dans la formule, c'était V ultrason fois delta F divisé par 2 cos θ fois FE. On t'a dit que tout ça c'était égal à V. Ok. Donc les trucs auxquels je ne touche pas d'après la formule, d'après l'énoncé, c'est V ultrason, je touche pas, θ je touche pas, V je touche pas puisque je reste dans les mêmes vaisseaux sanguins. Et je vais uniquement toucher à FE. Mais avant ça, il faut que j'isole delta F. Et donc là, tu dois, comme on dit souvent, tu dois basculer ta formule, quoi. Renverser ta formule. Donc delta F, ça te fait V fois 2 cos θ fois FE divisé par V ultrason. Donc tout ce qui était au dénominateur d'un côté, je vais le retrouver après au numérateur. Et ce qui était au numérateur et que je voulais plus, je le retrouve au dénominateur. Par le principe des opérations inverses, multiplier, diviser, etc. Donc bref, tout ça, tout ce que je vais entourer en rouge, ça ne bouge pas. Donc ça reste constant. Et puis il faut dire comment évolue delta F si FE augmente. Bon bah voilà la réponse. Normalement tu l'as sous les yeux. Puisque FE est au numérateur, si lui augmente, bah forcément delta F augmente. Et puis tu as répondu à la question. Voilà. Mais c'était quoi en fait cette question? C'était de traduire déjà le fait de basculer la formule, donc il fallait avoir l'idée, et puis après répondre correctement à la question. Mais ça paraît tout bête hein, comme ça, je suis d'accord avec toi. Ça paraît tout bête, mais ça nécessite quand même d'avoir les bonnes démarches en fait. Voilà, c'est ça. Retrouver les bonnes démarches pour répondre à la question posée. Et puis on pourrait même dire que delta F et FE sont proportionnels. Quand on fixe tous les autres paramètres comme des constantes, hein, bien sûr. Proportionnels. Voilà. Partie 2, c'est bon. Je crois que c'était tout. Après, partie 3, elle est super intéressante. Détermination de la vitesse d'un hélicoptère par effet Doppler. Donc pour la partie 3, on a des mesures à faire à un moment donné sur les schémas. Même à un moment donné, c'est carrément question 1. Donc moi, j'ai le document papier dans la main. Je vais faire mes mesures et puis je t'invite à faire l'exercice de même pour pouvoir comprendre ce que je fais. Donc rapide descriptif de la situation, on a un hélicoptère qui va partir, qui est au point A, qui émet des ondes. Je sais pas c'est quoi comme type d'onde. C'est des ondes sonores encore. Fréquence F0. D'accord. Donc il émet des ondes sonores de fréquence F0 égale ce qu'on te dit ici. Il va se déplacer vers la droite, ton hélicoptère. D'accord. Et puis on va voir un peu ce qui se passe du point de vue de la fréquence, etc. Donc, figure 4, l'hélicoptère est immobile. Donc il est ici, il émet des ondes et tu vois que entre les ondes, j'ai une certaine distance qui correspond à lambda à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est le truc qu'il faut savoir faire déjà sur ce genre d'exo. Identifier graphiquement une longueur d'onde. Donc ça veut dire qu'entre les différents trains d'onde ici, tu as 5 lambda. Pourquoi 5? Bah parce que 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, j'ai 5 écarts, donc 5 lambda. On te demande de déterminer avec un maximum de précision. Hop, la question elle est ici. Déterminer la longueur d'onde lambda 0. Et après faire pareil avec lambda prime. Donc en gros, on veut déterminer lambda 0, puis lambda prime. Donc ce que je vais faire moi sur le papier, et je vais te l'expliquer, c'est que déjà je vais considérer l'échelle, parce qu'on a une échelle. Donc il faut savoir ce que tu mesures sur le papier, à combien ça correspond au réel, d'accord? Donc le passage du papier au réel. Et ensuite, avec cette échelle, on va regarder ce que vaut 5 lambda dans la réalité. Et après, je vais diviser par 5 pour avoir lambda dans la réalité, d'accord? Donc on va le faire. J'étais où? J'étais là. Alors, c'est parti. Déjà, l'échelle, c'est 0,8
0,8 cm pour 1 mètre dans la réalité. Donc après 5 lambda sur mon papier à moi, ça mesure 1,7. Il se peut que tu n'aies pas la même mesure si tu le fais tout seul de ton côté, parce que moi j'ai un document qui est réduit en fait en taille. Donc forcément les dimensions sont réduites. Mais à la fin on doit trouver des choses cohérentes quoi. Donc 1,7 c'est pour 5 lambda, donc 5 lambda en réel ça fait 1,7 fois 1 divisé par 0,8. Produit en croix, d'accord? Et du coup lambda, je le fais directement, ça te fait 1,7 divisé par 5 fois 0,8. Voilà, j'ai fait qu'un seul calcul hein, pour éviter les arrondis, etc. Donc 1,7 divisé par 5 fois 0,8, ça te fait environ 0,43. Alors c'est lambda 0. Deux chiffres significatifs seulement, hein, parce qu'on a une précision de mesure seulement à deux chiffres. Donc 0,43 et on est en mètres. Voilà. Après tu fais pareil pour lambda prime. Donc pour lambda prime, normalement c'est la même échelle. Ouais, 0,8 c'est bon. Mais par contre cette fois-ci 5 lambda prime ça mesure 1,4. On va le faire en vert. Donc 5 lambda prime, en réel ça fait 1,4 fois 1 divisé par 0,8. Parce que je te dis, j'ai mesuré 1,4 cm. Attends, là. Donc là j'ai mesuré 1,4 cm entre cette position et celle-là. Et ça correspond à 5 fois lambda prime. Donc lambda prime, du coup, ça te fait quoi? Lambda prime, ça te fait 1,4 divisé par 5 fois 0,8. On calcule ça. Ça fait environ 0,35. Ça fait même 0,35 et on est en mètres. Voilà. Donc lambda 0 et lambda prime sont déterminés, puis on constate que lambda prime est plus petit que lambda 0 hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Je crois que c'est tout ce qu'il demandait. Ouais, c'est bon. Alors, question 2. En déduire une estimation de la vitesse de l'onde sonore. Commenter la valeur obtenue. Donc en fait, on a trouvé que lambda 0, c'était 0,43 mètres. Et eux, ils nous disent aussi dans l'énoncé que F0, c'est 8,1 fois 10 puissance 2 Hz. Attends, je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. On sait que, et là en fait c'est ton cours qui va parler pour toi, on sait que la célérité d'une onde, c'est sa longueur d'onde multipliée par sa fréquence. Donc voilà, tu n'as plus qu'à appliquer 0,43 fois 8,1 fois 10 puissance 2. On calcule. 0,43 fois 8,1 avec un résultat à deux chiffres, ça te fait environ 3,5 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Voilà. Et en fait, tu vois, la vitesse théorique que l'on connaît pour le son, donc en théorie, on sait que la célérité du son, c'est 340 dans l'air, hein, c'est 340 mètres par seconde. On n'est pas très loin, on a trouvé 350. Donc c'est une estimation. Voilà, c'est une estimation parce qu'on se base sur nos mesures sur le papier, quoi. Avec ce qu'on a fait pour lambda 0, on est quand même avec une précision de mesure assez grossière. Mais on n'est pas très loin, donc c'est cohérent. C'est cohérent. Commenter la valeur obtenue, voilà, c'est cohérent. Question suivante. Déterminer la fréquence. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Déterminer la fréquence du son perçu par l'observateur quand l'hélicoptère est en mouvement. Donc là, en fait, on sait que C, bah, ça va être lambda prime fois F prime. En fait, j'utilise la même formule que précédemment, sauf que maintenant, j'utilise les données perçues par l'observateur. D'accord? Donc l'observateur qui lui est fixe, il voit l'hélicoptère qui arrive vers lui, il va relever une longueur d'onde lambda prime et une fréquence F prime. Du coup, avec ça, je vais pouvoir isoler F prime et le calculer. Pour la célérité, pour C, on va reprendre ce qu'on a trouvé nous, on va reprendre 3,5 10 puissance 2. Et lambda prime, du coup, on avait trouvé 0,35. Donc là, ça tombe pile poil, hein, ça fait 1000. Ça fait 1000. Donc avec deux chiffres, 1,0
fois 10 puissance 3 et on est en Hertz. Alors qu'est-ce qu'il demande? Parce qu'en fait c'est tout un pâté de questions et des fois il y a plusieurs questions. Sois bien attentif à ça, des fois tu as plusieurs questions dans un même bloc, quoi. Donc il faut bien distinguer les choses. Cette valeur est-elle en accord avec le résultat de la question 1-2? Comment la perception du son est-elle modifiée? Oui, la question 1-2 c'est quand on avait dit que f' devait être supérieur à f0. Donc c'est bien cohérent. Et le son du coup comme il est perçu avec une fréquence plus grande, il va être perçu de façon plus aiguë, d'accord? Plus un son a une fréquence élevée, plus il est perçu aigu. Voilà, donc ça c'est la perception du son, ok? Donc pour répondre à la question perception du son, on est là, son plus aigu. Dernière question, en déduire la valeur de la vitesse de l'hélicoptère, est-ce que ça paraît réaliste? Alors, tout à l'heure en introduction, tu vois, je t'avais dit, les parties elles sont indépendantes ou presque. J'ai dit ou presque parce qu'en fait dans cet exercice il faut réutiliser clairement la formule qui t'était donnée dans la partie 1 et la formule c'était ça. Tu te souviens, on l'a utilisé. VS sur V son. Attends, je vérifie quand même que... Mais oui, c'était VS sur V son. Normalement c'est bon. Ouais, c'est ça. VS, avec VS, la vitesse de la source. Donc ici on te demande quoi? On te demande de basculer ta formule pour isoler en fait VS, quoi. La vitesse de l'hélicoptère. Donc je commence par isoler en divisant par T0. Après, je vais soustraire 1. Du coup, ça donne ça. Après, je vais multiplier par moins 1. Tu vois, parce que ça me pompe l'air d'avoir un moins devant. Donc je multiplie par moins 1, comme ça j'ai VS sur V son. Et puis de l'autre côté, ça permute les deux termes. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout par V son. Donc VS égale, donc ce bloc-là, ça fait 1 moins T' sur T0 fois V son. Voilà. Et regarde ce petit truc-là que je vais faire. T', c'est 1 sur F'. Et puis T0, c'est 1 sur F0. Donc quand tu as T' sur T0, c'est la même chose que d'avoir 1 sur F' sur 1 sur F0. Du coup, 1 sur F' fois F0. Du coup, F0 sur F'. Donc mon T' sur T0, je vais le remplacer par F0 sur F'. Parce que moi, c'est les fréquences que je connais. Et c'est pas les périodes. Ok, donc on a trouvé cette formule-là. En fait, c'était pour isoler la vitesse du son, la vitesse de la source, pardon. Et après, on fait l'application numérique. Donc, pour la vitesse du son, je reprends 3,5 fois 10 puissance 2. 1 moins F0, c'était 810. Et l'autre, c'était 1000. Voilà, donc tu trouves environ 67 mètres par seconde. On est en mètres par seconde. Et en kilomètres heure, tu multiplies par 3,6 pour passer en kilomètres heure. Et fois 3,6, ça fait environ 2,4 fois 10 puissance 2 km par heure. Donc c'est-à-dire 240 km par heure. Pour moi c'est cohérent. Bon, je suis jamais monté dans un hélico, mais je pense que c'est cohérent comme valeur. Ça doit correspondre à peu près à ça. Je pense que j'ai explosé le timing, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais là tu dois te dire ouais, il a mis plus de 20 minutes en fait. Bon, je me suis pressé, t'as vu, mais j'ai essayé d'être le plus précis possible pour te montrer quand même globalement comment on attend à ce que tu répondes à toutes les questions qu'on a vues. Encore une fois, c'est un exo super intéressant à traiter parce qu'il regroupe plein de trucs classiques sur l'effet Doppler. Juste le truc qu'il n'y a pas dans cet exo, c'est qu'on ne te demande pas à un moment donné de définir l'effet Doppler. Alors que c'est une question quand même qui revient assez fréquemment. Donc pour la définition de l'effet Doppler, regarde bien dans ma fiche synthèse. Je t'ai montré un peu comment définir le truc, comment mettre en place le contexte, etc. Donc regarde la fiche synthèse, comme ça complétera en fait tout ce que je t'ai montré ici. Allez, je m'arrête là. J'étais en apnée en fait. Je m'arrête là et puis je te dis à la prochaine. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris plein de trucs. Si tu tombes là-dessus dans un contrôle, du coup, j'espère que tu vas avoir 20 parce que là, tu as toutes les réponses qu'il faut, quoi, avec la bonne façon de répondre. Allez, à la prochaine. Ciao.